Bonjour. Salut, c'est Emmanuel Sandrine. Armes nucléaires dans l'espace, on en parle beaucoup en ce moment. On va voir ensemble les 6 scénarios plausibles par rapport justement à cette histoire d'armes nucléaires dans l'espace. Ouais. 6 scénarios, on va voir ça ensemble en détail. Ouais, donc on va pas citer de pays, on va pas dire qui sont les gentils, qui sont les méchants, c'est hors sujet, ça nous intéresse pas du tout. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une rumeur qui dit qu'un pays, un des belligérants, serait sur le point de mettre des armes nucléaires dans l'espace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est interdit par le droit international. La plupart des pays, en théorie bien sûr, la plupart des pays ont signé ce pacte. Et on sait aussi que la plupart des pays qui signent des pactes, ça arrivait dans le passé, aussi bien dans l'histoire lointaine que dans l'histoire proche, que des grands pays signent des pactes et ne les respectent pas. Donc c'est possible, techniquement c'est possible. C'est possible et c'est possible déontologiquement parce qu'il y en a certains qui vont dire oh, tant pis quoi. Normalement, tous ceux qui ont aujourd'hui les moyens d'avoir justement des armes nucléaires ont aussi les moyens de les envoyer dans l'espace. C'est ça. Donc du coup, c'est possible. On va voir ensemble les 6 scénarios. Avant ça, on va vous présenter des bouquins pour avoir une histoire comme ça qui parle justement d'une arme nucléaire qui explose dans l'espace. Très rapidement, on vous les montre. Et ce qu'on fait, c'est que dans la description, là, sous la vidéo, on vous met les liens aussi. Très rapidement, alors, vous connaissez Arthur Charles Clarke, 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait Arthur Charles Clarke s'est arrêté à ça. C'était le bouquin qu'il a écrit quand il a fait quand il y a eu le film, vous savez, avec son pote Stanley Kubrick. C'est pas le seul bouquin, en fait, il y a toute une série d'Odyssées. Et dans l'Odyssée 2, 2010, l'Odyssée 2, il y a justement une bombe nucléaire qui explose dans l'espace. Donc, on vous mettra les liens sous la vidéo. Et puis après, derrière, vous avez 2061, l'Odyssée 3, et puis 3001, l'Odyssée finale. On vous met tous les liens sous la vidéo. Le premier est connu à cause du film et c'est un petit peu dommage, c'est souvent ça quand même. Les livres sont connus quand ils sont portés à l'écran et autrement il n'y a que les geeks, ceux qui vont fouiller, qui vont les connaître. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que vous les lisiez. Enfin, Arthur Charles Clarke, il est très bon auteur scientifique. Donc c'est possible techniquement, c'est possible politiquement, c'est possible au niveau déontologique. Ça a déjà été imaginé par des auteurs de science-fiction. Donc à quoi ça correspond ? Qu'est-ce que ça peut être ? Parce que dire que un pays va envoyer des armes nucléaires dans l'espace, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça. On va voir ensemble, il y a 6 scénarios. Le premier des scénarios, c'est un engin qui a une propulsion nucléaire, c'est-à-dire que son mode de déplacement, l'énergie, provient du nucléaire. Ouais, c'est le principe des sous-marins nucléaires. Un sous-marin nucléaire, ça ne veut pas dire qu'il embarque des armes nucléaires, c'est possible, mais forcément. À ce moment-là, on parlerait d'un sous-marin à armement nucléaire. Mais quand on parle de sous-marin nucléaire, ça veut dire que c'est un sous-marin dont la source d'énergie est nucléaire, c'est-à-dire qu'il est propulsé par l'énergie nucléaire. Donc on pourrait parler d'envoyer un engin nucléaire dans l'espace et en fait il ne serait pas armé, ce serait un truc qui fait de la météo, des communications, d'espionnage. De l'espionnage. On s'en fout, n'importe quoi, tout ce que peut faire un engin dans l'espace et qui serait alimenté par une source nucléaire. Ça, ce serait la première explication. Qui est d'ailleurs, c'est soft, c'est tranquille. C'est soft. Oui, ça peut aussi elle peut aussi se coupler avec les explications suivantes. Deuxième explication. Deuxième explication possible, ce serait une arme nucléaire dans l'espace ou un véhicule nucléaire dans l'espace qui aurait pour vocation de détruire des satellites, notamment des satellites ennemis. Techniquement, c'est possible. Alors, par contre, vous savez très bien qu'on n'est pas obligé d'utiliser une arme nucléaire pour détruire un satellite. Donc là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Après, il faut voir qu'une puissance qui aurait envie de détruire les satellites ennemis, certes, ça lui permettrait de détruire les moyens de contrôle, les moyens de surveillance, tous les moyens que vous pouvez imaginer qui sont donnés par les satellites, mais par contre, ça libère une quantité phénoménale de débris. Ça peut l'embêter elle-même vis-à-vis de ses satellites à elle, ou même vis-à-vis des satellites de ses alliés. Donc c'est pas quelque chose qu'en général, ils aiment faire. Ouais, ce ne serait pas une super idée. D'ailleurs, le test de détruire des satellites avec des missiles a déjà été fait par un des pays en question il n'y a pas très longtemps, il y a seulement quelques années, avec un missile balistique. Donc il n'y a pas besoin d'une arme nucléaire pour ça. La troisième explication, c'est de mettre en place un système. Vous savez, vous avez déjà entendu parler du bouclier antimissile. Et bien en fait, de mettre un système, justement un bouclier antimissile, dans l'espace nucléaire. Ouais. Parce que quand on parle de bouclier antimissile, alors l'image du bouclier, on imagine une sorte de coupole au-dessus du pays qui dit s'il y a un missile qui rentre, qui franchit la coupole, il est détruit. Dans les faits, ça c'est une image, c'est pas vraiment un bouclier. Bouclier antimissile, c'est un dispositif de sécurité qui détecte les missiles quand ils sont lancés, donc le plus tôt possible, et qui va les intercepter tout au long de son parcours et de préférence au-dessus de l'océan. Ça c'est, on va dire, des missiles
de paix, des missiles destinés à détruire d'autres missiles. Donc on peut très bien imaginer une puissance qui va mettre en place une base de tir de missiles, mais destinée uniquement à intercepter les missiles ennemis. Et donc, pour les intercepter le plus loin possible, le plus tôt possible et le plus loin possible du pays en question, c'est de leur tirer dessus au moment où ils partent. Donc ça, c'est possible. C'est possible. Il n'y a pas de souci par rapport à cette hypothèse-là. C'est pour la paix. Ouais. C'est après que ça commence à devenir compliqué. C'est les hypothèses suivantes qui sont vraiment inquiétantes. À partir de la 4e hypothèse, là, on est sur une base de tir nucléaire dans l'espace. Et là, ça signifie quoi? Ça signifie que dans l'espace, par exemple sur un gros satellite, il y aura une base de tir qui enverrait des missiles nucléaires sur l'ennemi. Ouais. Là, ça devient compliqué. Et là, on parle toujours du bouclier antimissile, mais l'idée, ce serait d'avoir une distance à parcourir la plus courte possible pour que le système d'interception n'ait pas le temps de réagir. N'ait pas le temps de calculer. Parce qu'en fait, quand vous avez deux pays qui se lancent des missiles l'un sur l'autre, ils sont par exemple à 10 000 km l'un de l'autre, quand il y en a un qui lance son missile, pouf, le temps qu'il arrive, les systèmes de calcul de l'autre ont le temps d'intercepter le missile avant qu'il arrive. Ouais. Donc, comme tu dis, au-dessus de la mer. Par contre, s'il vient d'un satellite qui est géostationnaire au-dessus du pays ennemi, pouf, vous imaginez que ça va beaucoup plus vite et donc c'est beaucoup plus compliqué à intercepter. Et s'ils l'interceptent, ils l'interceptent en plus au-dessus de leur sol. Au-dessus de leur tête. Compliqué. Ouais. Donc là, ça, ce serait vraiment la solution la plus hostile, la plus agressive. C'est possible. C'est possible dans le climat. Si on rentrait à nouveau dans une guerre froide, c'est des choses qui pourraient arriver. Par contre, ça pourrait soulever effectivement des réactions en chaîne des pays belligérants. Parce que le pays qui voit que son ennemi est en train de mettre des missiles nucléaires qui vont viser son pays au-dessus de sa tête, va intervenir très rapidement. Et donc du coup, ça peut faire monter la mayonnaise très rapidement. Clairement, dans ce contexte-là, on serait dans le cas d'une apocalypse nucléaire. C'est ça. Parce qu'en plus, au niveau des armes nucléaires les plus destructrices, chacun des pays belligérants sait que les bases de missiles seront les premières cibles. Donc il y a le principe de on les utilise tout de suite ou on les perd. Et donc à ce moment-là, les plans de défense et les plans d'attaque sont déjà complètement ficelés, complètement décidés. Les missiles nucléaires vont décoller dès que l'attaque nucléaire sera déclenchée par l'autre pays. Donc on est vraiment dans ce cas-là, dans le cas d'une apocalypse nucléaire. C'est ça. Dans le film War Games, où le jeune joue avec l'ordinateur et qui ne savent pas que c'est un jeu, c'est exactement ce qui se passe. Vous pouvez jeter un œil à ce bouquin, à ce film War Games. C'est ça, ce principe de on les utilise tout de suite ou on les perd. C'est un des principes de base de la défense nucléaire en fait. Et ça fait qu'il n'y a pas c'est pas progressif. C'est pas l'apocalypse nucléaire n'arrive pas progressivement, elle arrive d'un seul coup. C'est ça. C'est pour ça que dans War Games, quand ils testent les personnes qui sont de garde, justement là où il y a les silos, il y a les missiles nucléaires, ils les testent pour savoir s'ils vont être capables d'appuyer sur le bouton pour tout lancer. Et ils se rendent compte que l'humain, d'une façon générale, il se dit quand même, non, je ne vais pas faire ça. Et il les remplace donc par une intelligence artificielle. Qui, elle, n'hésite pas. Pouf, pouf. Ah, tiens, on y est là, aux intelligences artificielles. À l'époque, c'était encore la science-fiction, mais là, on y est. Mais on est 40 ans plus tard aussi. C'est ça. Donc, comme tu dis, apocalypse nucléaire, cette hypothèse-là, oui, elle mène à ça. Quoi. Ouais. La 5e hypothèse, et là, c'est pas beau non plus, c'est une bombe nucléaire qui va exploser dans l'espace, comme dans le bouquin dont on vous a parlé, 2010, l'Odyssée 2. Et là, ça va faire une impulsion électromagnétique dans l'espace. Et là, il y a des dégâts. Ouais. Beaucoup de dégâts. Là, il y aurait très peu de morts humaines, en tout cas pas directement. Par contre, ça serait la destruction, ou en tout cas l'arrêt de tous les systèmes électroniques. Tous les systèmes électroniques qui ne seraient pas fortement blindés, d'un point de vue électromagnétique, seraient détruits, ne pourraient pas redémarrer. Donc ça va bien sûr concerner votre ordinateur, les systèmes de communication, l'Internet, tous les systèmes médicaux dans les hôpitaux, votre cafetière, votre téléphone, tout ça s'arrête. Tous les systèmes électroniques des voitures. Et aussi tous les systèmes militaires qui sont pas blindés. Alors bien sûr, là, il ne faut pas s'inquiéter. Les grands pays ont des systèmes de rechange complètement protégés qui pourraient remettre en place après. Parce que l'impulsion électromagnétique, ça dure une fraction de seconde. Ça grille tout. Tout s'éteint. Mais par contre, on peut ensuite sortir le matériel et le matériel qui aurait été protégé et le remettre en route. Celui qui n'a pas été grillé. Celui qui n'a pas été grillé. Par contre, imaginez à l'échelle d'un continent entier, toute l'électronique qui s'arrête.
bah, c'est une forme d'apocalypse. Toute l'électronique, vous imaginez tout. Ça veut dire plus de système de communication, plus de système de gestion des routes. C'est tout bête, mais dans des villes, c'est la cacophonie. C'est-à-dire plus de véhicules qui avaient de l'électronique, les hôpitaux qui sont à genoux. Par contre, bah, tous les bunkers souterrains qui étaient blindés et continuent à fonctionner. Donc les grands pays ont des doubles, les grandes armées ont aussi des doublons, mais aussi tous les gens, comme bah, on vous a parlé du bunker Zuckerberg, bah, lui, forcément, il a aussi tout. Son bunker est forcément blindé. Et ça, donc il y a un livre aussi, on a oublié de le sortir, mais on le mettra en lien. C'est un livre qui s'appelle Le jour d'après, qui explique ce qui se passerait, ça se passe aux États-Unis, ce qui se passerait si toute l'électricité s'arrêtait. Justement, ils ne savent pas au début de quoi il s'agit. On soupçonne que c'est une EMP. Et il montre la vie après une impulsion électromagnétique. D'ailleurs, un autre point qui est bon de... On vous mettra le lien sous la vidéo. C'est vraiment un excellent livre. Un autre point qui est bon de remarquer, c'est que une EMP qui serait liée à une explosion nucléaire dans la haute atmosphère aurait les mêmes effets qu'une tempête solaire, enfin beaucoup plus fort, une grosse tempête solaire qui viendrait, donc le fameux effet Carrington, qui viendrait détruire aussi, avec une EMP, tout ce qui est électronique sur Terre, enfin, en tout cas dans la zone exposée. Et en ce moment, c'est vrai que depuis quelques années quand même, on nous parle beaucoup de tempêtes solaires. On nous parle et de beaucoup. grosses éruptions de tempêtes solaires. C'est comme si on préparait la population à ce genre de choses. Ça aussi, c'est embêtant. Les scénarios 4 et 5 sont embêtants. Il y a aussi une logique à ça. Un pays qui voudrait complètement désarmer, en tout cas détruire, affaiblir fortement un pays, mais sans polluer la terre, sans détruire toutes les installations, les bâtiments, etc., les routes, les ponts, etc. L'EMP, c'est un bon moyen. Donc il y a une grosse logique stratégique aussi là-dessus. Après, à voir pour les retombées nucléaires de la bombe qui a explosé dans l'espace, mais bon, ça c'est... Ouais, c'est pas... Par rapport à des bombes nucléaires au sol, ça n'a rien à voir. La sixième hypothèse, il ne faut quand même pas la négliger, c'est que ça soit tout du pipeau. Que ça soit du pipeau de la part du pays belligérant qui dit « moi j'ai les moyens de faire ça », ou alors du pipeau de la part du pays qui quelque part se sent visé et qui dit « oh attention, ils vont avoir ça ». C'est un petit peu aussi une façon de maintenir sa population dans la crainte et dans la peur. Donc ça peut être de la manipulation des deux côtés, quoi. Il ne faut pas le négliger, parce que quel que soit le côté dans lequel on se situe, quel que soit celui qu'on considère comme le gentil ou comme le méchant, les deux sont tentés de mettre des armes nucléaires dans l'espace et les deux ont besoin de désigner, de montrer du doigt le gros méchant. Pour maintenir la pression sur la population, pour s'assurer qu'elle continue à aller à l'usine, pour éviter tout un tas de troubles sociaux. Bref, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles, historiquement, dans toutes les civilisations, les gouvernements ont besoin de montrer du doigt le méchant. Pour maintenir un niveau de cotisation, d'impôts, pour maintenir l'armée à flot, ce genre de choses. Il peut y avoir tout un tas de raisons. Donc voilà, sixième explication qui est... Bon, celle-ci, elle n'est pas grave. C'est pas la boîte. Bon, celle-ci, on est sûr qu'elle s'applique. Oui, après, il y a quand même un autre point, on parle d'armes nucléaires. Tous les pays du monde, il n'y a qu'une poignée de pays qui sont capables de constituer une arme nucléaire. Il y en a peut-être même qu'on soupçonne d'avoir perdu cette compétence. Mais par contre, quand on parle de nucléaire, ça peut aussi inclure la bombe sale. C'est-à-dire qu'en gros, une bombe traditionnelle, conventionnelle, qui serait chargée de d'éparpiller de la matière radioactive. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui, enfin de n'importe quel petit groupe de terroristes qui auraient accès à de la matière radioactive. Donc ça, c'est quand même la bombe sale, c'est un vrai problème. Et ça, tous les pays capables d'envoyer un engin dans l'espace sont capables de fabriquer une bombe sale. Donc ça, c'est un vrai souci. Par contre, d'un point de vue géographique, ce serait limité à la zone ciblée, quoi. Voilà pour les 6 interprétations, les 6 scénarios. Il y en a qui sont plus graves que d'autres, d'autres qui sont pas très graves. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Bye. Salut.